Des policiers se sont moqués d'un sans-abri noir au tribunal, ignorant qu'il était un général de l'armée infiltré. La salle d'audience résonnait d'un murmure de voix, la tension montant comme l'humidité avant un orage. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent en grinçant, et un silence momentané s'abattit sur la salle. Les têtes se tournèrent, la curiosité se muant en confusion, puis en dédain. Un homme entra lentement, pieds nus, la peau blême sous la crasse, les cheveux emmêlés en touffes inégales. Ses vêtements étaient un ensemble de couches dépareillées, une veste militaire trop grande d'une époque révolue, un pantalon de survêtement déchiré qui ne tenait que par des fils, et un sweat à capuche taché de rouille, peut-être du sang ou de la peinture. L'odeur qui le suivait, essence, vieille sueur, la morsure métallique de la rouille et de l'huile, fut immédiate, suffisamment forte pour faire grimacer le jury. L'un des officiers de garde se pencha vers son partenaire, murmurant dans sa barbe avec un reniflement, quelque chose comme si on aurait dit un cadavre errant de la morgue. Un autre ricana et ajouta que l'homme devait être venu se reposer de la pluie. Leur voix était basse, mais pas assez. L'accusé, un jeune noir nommé Tariq Miles, les entendit distinctement. Sa mâchoire se serra, mais il ne réagit pas. Au lieu de cela, ses yeux se fixèrent sur la silhouette qui s'approchait du premier rang. L'homme boitait, traînant un pied légèrement derrière l'autre, mais sa démarche était sans hésitation. Ses yeux restaient baissés, comme s'il examinait la moquette défraîchie, mais il ne tâtonna pas et ne s'arrêta pas. Lorsque l'huissier, surpris par sa direction directe, lui aboya de prendre place au fond, l'homme ne scia même pas. Il continua d'avancer et s'arrêta juste derrière la table de la défense. Doucement, il posa un sac de sport cabossé au sol. La fermeture éclair était cassée et l'une des sangles avait été grossièrement réparée avec du fil de cuivre. Puis, il se redressa et attendit. Tariq se tourna légèrement sur son siège, murmurant les mots plus du regard que de la bouche. « Vous êtes venu » L'homme ne répondit pas. Il se tenait immobile, l'expression indéchiffrable sous l'ombre de sa capuche, comme figé par quelque chose de plus profond que le sol sous ses pieds nus. Tariq Miles avait été accusé de tentative de meurtre sur un agent fédéral. Les gros titres l'avaient déjà condamné. Des expressions comme « représailles de gang »,« menaces urbaines » et « danger pour les forces de l'ordre » circulaient librement dans l'actualité locale, alimentées par des fuites soigneusement dissimulées provenant de sources anonymes. Son avocat commis d'office, Mason Griggs, un homme nerveux, au front marqué par des rides d'inquiétude permanente, s'était battu pour éviter que le procès ne devienne un spectacle politique. Mais chacune de ces requêtes semblait disparaître dans le système. Les preuves disparaissaient, les témoins modifiaient leurs déclarations. Et maintenant, alors que le procès avait officiellement commencé, quelque chose dans l'air lui disait que le combat ne serait pas équitable. Dehors, des manifestants portant des pancartes faites main étaient encerclés à 3 pâtés de maison par un périmètre de police. Un drone bourdonnait au-dessus de la scène, capturant des images susceptibles d'être montées et diffusées par le média le plus rentable. À l'intérieur, la galerie avait été vidée de ses partisans sous couvert de restrictions de capacité et de contrôle d'identité. Pourtant, la salle d'audience parvenait à être remplie de forces de l'ordre, en uniforme ou non. Assis au fond, vêtu d'un costume bleu marine, se trouvait le sénateur Ray Beckley. Flanqué d'un assistant, il passait plus de temps à consulter son téléphone qu'à suivre les débats. Personne ne s'interrogeait sur sa présence. Personne ne murmurait même pourquoi un sénateur américain se présentait à un procès devant un tribunal de district. La juge entra. Helen Norwick, sa robe noire impeccable, l'air impassible. Elle avait un air d'autorité tranquille qui masquait sa réputation de se ranger presque exclusivement du côté des forces de l'ordre dans toute affaire impliquant le pouvoir de l'État. Certains murmuraient qu'elle avait été pressentie pour un poste de juge fédéral, mais qu'elle avait été écartée après qu'un groupe de défense des droits civiques eût découvert une série de décisions témoignant de préjugés raciaux persistants. Plus rien n'avait d'importance maintenant.
Elle ajusta ses lunettes, parcourut la salle du regard et marqua une brève pause lorsque son regard se posa sur le sans-abri. Mais elle ne dit rien. Personne ne le fit. Griggs se leva pour les déclarations liminaires, les mains légèrement tremblantes, la parole posée. Il exposa les faits avec une précision chirurgicale. Tariq n'avait aucun antécédent judiciaire, aucune affiliation à un gang connu et occupait 2 emplois au moment des faits. L'accusation, cependant, affirmait qu'il avait agressé un agent fédéral lors d'une altercation devant un entrepôt lié au trafic de drogue. Les images de surveillance? Disparues en raison d'un prétendu dysfonctionnement technique. Le seul témoin? Un collègue dont la caméra piéton avait été désactivée pour problème de maintenance. 1 semaine plus tôt, Griggs avait déposé une assignation à comparaître pour ces mêmes images. La réponse avait été rapide et sans équivoque. Une ordonnance scellée du ministère de la Justice interdisant l'accès. Elle avait été signée par le procureur général adjoint Lionel Hart. Hart était connu dans les cercles politiques comme un faucon, quelqu'un qui avait bâti sa carrière sur la répression des lanceurs d'alerte et la protection des agents fédéraux contre toute responsabilité. Son implication donna des frissons à Griggs. Pourquoi une personne de l'envergure de Hart interviendrait-elle dans une affaire d'agression mineure? Lorsque Griggs tenta d'aborder le sujet devant le tribunal, la juge Norwick l'interrompit aussitôt. Elle qualifia cela de diversion et déclara que le tribunal n'accepterait aucune théorie du complot. Objection retenue. Pertinence niée. Encore et encore. Depuis la table de la défense, le sans-abri observait tout avec une attention constante. Il ne bougeait pas, ne réagissait pas, mais quelque chose dans la façon dont il suivait chaque échange du regard semblait chirurgical. Chaque fois qu'un élément de preuve était invalidé, il inclinait la tête, comme s'il cataloguait mentalement chaque obstacle. Personne ne le remarquait, personne ne le regardait, sauf Tariq. Pendant une suspension d'audience, Tariq se pencha vers Griggs et lui demanda s'il pouvait faire comparaître l'homme comme témoin. Griggs secoua la tête. Il n'y avait aucun dossier le concernant, aucune déclaration déposée, aucune qualité juridique. À moins qu'il ne se manifeste lui-même, il n'y avait aucune issue. Et puis, murmura Griggs, il n'était peut-être qu'une âme brisée de plus en quête de réconfort. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, quelque chose en lui doutait de ses propres paroles. L'accusation a débuté avec bravade, le ton lourd de certitude. Ils ont dépeint Tariq comme une bombe à retardement, un jeune homme façonné par un quartier violent, prêt à exploser. Ils ont parlé de l'agent fédéral blessé comme d'un symbole et non d'un homme. Les jurés ont écouté, certains les yeux plissés, d'autres avec l'expression vitreuse de personnes déjà épuisées par le poids de leur rôle. Les faits importèrent peu, seul le récit comptait. De retour à la tribune, le sénateur Beckley s'est levé pour un bref appel téléphonique juste devant la salle d'audience. Son visage, habituellement calme, paraissait tendu. Il a parlé d'un ton sec, puis est revenu et a murmuré quelque chose à son assistant. Celui-ci a griffonné des notes dans un dossier marqué « Liaison avec le DOJ ». Griggs était assis à la table de la défense, le cœur serré. C'était un bon avocat, peut-être pas tape à l'œil, peut-être pas célèbre, mais honnête et obstiné. Il avait déjà traité de la corruption, mais jamais comme ça. C'était trop complexe, trop protégé. C'était comme si le système tout entier s'était plié en 4 pour écraser Tariq avant même qu'un seul argument ne soit entendu. Et le pire, personne ne s'en souciait, ni le juge, ni les auxiliaires de justice, ni la presse. Lorsque l'audience prit fin, la salle se vida lentement. Tariq resta assis, le regard fixé devant lui, le poids de la journée pesant sur ses épaules. Griggs commença à ranger ses notes, essayant de cacher son désarroi. Et pourtant, le sans-abri était toujours là. Longtemps après que les lumières se soient éteintes, longtemps après que le juge se soit retiré dans le cabinet et que les avocats aient passé le contrôle de sécurité, il se tenait derrière cette table, observant, attendant. Non pas une place, pas la charité, mais quelque chose de complètement différent. Quelque chose que personne n'avait encore commencé à soupçonner. 2 semaines plus tôt,
dans les couloirs obscurs d'un bâtiment gouvernemental enfoui sous les bois de Quantico, en Virginie, s'était tenue une réunion qui n'avait jamais eu lieu officiellement. La salle était stérile, ses murs de béton bourdonnant d'interférences de faible intensité destinées à brouiller les appareils d'enregistrement. Assis autour d'une longue table de conférence en acier, se trouvaient des hommes dont les noms ornaient rarement les documents publics. Le procureur général adjoint Lionel Hart se penchait en avant, les doigts serrés sous le menton. En face de lui était assis le sénateur Ray Beckley, le regard froid, flanqué de 2 agents du ministère de la Défense dont les uniformes ne portaient ni nom ni insigne. L'atmosphère était chargée de paranoïa et de malveillance discrète. Ce dont ils discutaient ce jour-là n'était pas un adversaire étranger ni une insurrection étrangère. C'était un problème national, une faille dans le mur qui menaçait de révéler quelque chose de tentaculaire et de condamnable. Une opération secrète, sanctionnée par d'obscurs amendements enfouis dans les budgets de la défense, avait pris racine dans tout le pays. Les services de police locaux étaient devenus des relais pour les transferts illégaux d'armes. Des armes de gros calibre, détournées des dépôts militaires, vendues au marché noir sous couvert de stock perdu, puis blanchies par le biais de programmes municipaux déguisés en initiatives de défense communautaire. Les subventions accordées par les sous-comités fédéraux, dont Beckley supervisait la plupart, faisaient transiter l'argent par des comptes fictifs jusqu'à ce qu'il soit clarifié par des campagnes politiques, des fondations privées et des sociétés écrans. Quiconque s'approchait trop près était légalement neutralisé. Des enquêteurs disparaissaient, des journalistes étaient enterrés sous des procès en diffamation et des témoins étaient accusés de crimes inventés, jugés par des tribunaux précompromis. Mais quelqu'un les avait découverts, un nom qu'ils croyaient tous enterrés, un homme qui avait autrefois dirigé l'opération Condor, une opération secrète si classifiée qu'elle avait été désavouée avant même d'avoir commencé. Le général Charles Isaiah Bennett, décoré, disparu, présumé mort après une explosion à Kandahar qui lui aurait coûté la vie. Mais maintenant, les rumeurs avaient refait surface. Des observations dans l'ombre. Une silhouette sans abri apparaissait près des ambassades. Des cabines téléphoniques sur écoute, dont les appels cryptés remontaient jusqu'à des bunkers abandonnés. Hart écarta la possibilité d'une chasse aux fantômes. Beckley n'en était pas si sûr. Dans cette chambre sans fenêtre, la décision fut prise. Si Bennett était vivant, il serait à nouveau réduit au silence. Des ordres furent rédigés, des dossiers expurgés, des récits de sauvegarde préparés. Cela n'aurait l'air de rien, comme un échec procédural, juste une autre journée dans un système défaillant. Maintenant, dans le présent, la salle d'audience restait tendue sous la faible lueur de ses lumières encastrées. Mason Griggs se tenait à la table de la défense, parcourant la mince pile de notes qui semblait sableuse sous le poids de la pierre institutionnelle. Il appela un témoin, un commerçant du quartier qui avait vu la bagarre dont Tariq était accusé d'avoir envenimé la situation. Mais il n'y eut aucune réponse. Les minutes passèrent. Un huissier revint, murmurant quelque chose à la juge Norwick, qui dissimula à peine son sourire narquois en informant le tribunal que le témoin avait été arrêté la veille pour trafic de drogue. « Sans rapport », dit-elle. « Coïncidence ». L'objection de Griggs fut prompte, invoquant l'obstruction, mais Norwick la balaya d'un ton tranchant. Elle le mit en garde contre toute démagogie. Elle l'accusa de péché. Le marteau frappa du bois, scellant sa désapprobation par une irrévocabilité juridique. Pendant la récréation, la tension dans les couloirs était plus palpable que l'air moisi lui-même. Les officiers du tribunal s'appuyaient contre les murs beiges, sirotant du café tiède, bavardant comme des lycéens. La nouvelle s'était vite répandue. Le sans-abri, débraillé, silencieux, toujours au même endroit, était désormais la chute du jour. L'un des plus jeunes officiers, riant à moitié, raconta le moment du matin. Les policiers se moquaient du sans-abri noir au tribunal, ignorant qu'il était un général d'armée infiltré. L'absurdité fit rire les autres jusqu'aux larmes. L'idée même que cet homme,
avec ses bottes en lambeaux et son regard injecté de sang, puisse être autre chose qu'un rat des rues était impensable. L'homme en question, le général Bennett, ne dit rien. Il dépassa lentement les policiers et s'arrêta près d'un pilier de marbre. Il caressa sa surface lisse du doigt, l'air indéchiffrable, murmurant à personne qu'il était encore blindé. Ce silence ne fit rien à ceux qui l'entouraient. Ils ne virent qu'un vagabond, marmonnant à... Plus tard, à la reprise de l'audience, l'atmosphère de la salle d'audience changea, non pas de bruit, mais de présence. Griggs n'avait remarqué l'homme debout qu'après qu'il ait traversé l'allée. L'huissier cligna des yeux, confus, hésitant entre l'intercepter ou l'observer. Même la juge Norwick plissa les yeux. L'homme s'approcha de la table de la défense et y déposa une épaisse enveloppe usée par les intempéries. Puis il recula et attendit. Griggs hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des documents, non, des preuves, des coordonnées liées à des expéditions d'entrepôt, des numéros de comptes bancaires menant à des fondations baptisées Patriotisme et Sacrifice, des virements bancaires reliant des sénateurs à des entrepreneurs de guerre, des images de surveillance, pas celles des caméras de surveillance civile, mais des flux provenant de serveurs cloud militaires cryptés, des horodatages, des identifiants, des étiquettes auxquelles seule une personne disposant d'une autorisation pouvait accéder. La main de l'avocat trembla. Ce n'était pas juste une fissure dans l'affaire. C'était toute la fondation qui s'effondrait. Il leva les yeux, le regard rivé sur celui de l'homme. Mais avant que Griggs ne puisse parler, l'homme s'adressa à la salle. Il demanda à prêter serment comme témoin essentiel. Ces mots lui parurent étranges dans l'espace stérile du tribunal. La juge Norwick fronça les sourcils. Elle demanda qui il était, non pas par curiosité, mais par irritation, comme si un emploi du temps avait été perturbé. L'homme s'avança, fouillant lentement dans la doublure de son manteau, révélant une vieille chaîne rouillée. 2 plaques d'identité militaire y étaient accrochées. Général Charles Isaiah Bennett, renseignement de l'armée, retraité, opération Condor, autorisation Alpha Echo 7. La réaction fut immédiate et électrique. Des exclamations de surprise fusèrent dans la galerie. Un journaliste laissa tomber son téléphone. L'huissier attrapa instinctivement sa radio. L'un des procureurs se leva, hésitant entre protester et fuir. Mais la réaction la plus révélatrice vint du sénateur Beckley, assis au fond. Sa peau devint d'une teinte plus pâle que le marbre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, et pour la première fois depuis des années, son sang-froid se brisa. Le regard du juge alterna entre Griggs, l'enveloppe et l'homme qui prétendait désormais être l'une des figures les plus insaisissables de l'histoire militaire moderne. Le silence était pesant, pesant sur chaque poitrine dans la salle comme si la gravité avait doublé. Le sténographe hésita, les mains figées sur les touches. Griggs se leva lentement, l'enveloppe toujours serrée dans sa main, la voix assurée malgré le poids de la révélation. Il affirma que cet homme était désormais la pièce maîtresse de la défense de son client et que toute tentative de le destituer ou de le congédier constituerait une obstruction à la justice d'une ampleur historique. Le marteau de la juge Norwick ne retomba pas cette fois. Au lieu de cela, ses doigts planèrent juste au-dessus, incertains. La salle d'audience avait changé en un instant. Ce n'était plus une machine fonctionnant selon des procédures manipulées. C'était une véritable poudrière. Et le général Bennett, toujours drapé dans son manteau de sans-abri, avait craqué l'allumette. La salle d'audience n'avait jamais rien vu de tel. L'atmosphère avait été tendue auparavant, mais maintenant, on avait l'impression que l'oxygène même de la pièce avait été siphonné. Tous les regards étaient rivés sur l'homme qui, quelques instants auparavant, semblait sans abri, se tenait maintenant debout avec une étrange dignité délibérée. Le général Charles Isaiah Bennett ne sia pas, ne broncha pas. Il sortit un document plié de l'intérieur de son manteau en lambeaux. L'or du sceau présidentiel accrochait la lumière comme une fusée éclairante. Ce n'était pas seulement du papier, c'était une autorité,
l'immunité des témoins d'urgence, signée, datée et incontestablement légale. L'huissier était à mi-chemin, la main près de son taser dans son étui, mais il se figea. Ses yeux scrutèrent la signature. La salle d'audience redevint soudain silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des plafonniers et du son lointain des sirènes quelque part dans la ville. La bouche de la juge Norwick se crispa, son sang-froid s'effritant peu à peu. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Mason Griggs était déjà debout. Sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours, peut-être des semaines. Il agit rapidement. Il déposa le contenu de l'enveloppe sur la table de la défense, puis brandit le document. L'autorité qu'il représentait ne se limitait pas à l'immunité. C'était une clé, un marteau, une vanne. Le marteau de la juge était à moitié levé lorsque Griggs lui fit un geste d'une précision juridique. Il demanda la suspension immédiate du procès et le transfert à un tribunal fédéral en vertu de l'article 451b. L'atmosphère de la salle d'audience passa de l'incrédulité au malaise. Suppression de preuves, corruption coordonnée, ingérence politique, tout cela se confondait avec la requête. L'hésitation de la juge était visible. Ses doigts tremblaient. Son marteau flottait en l'air, pris dans la tension entre le devoir et la peur. Puis, une voix plus grave, venue du fond de la salle, rompit le silence. C'était le colonel Hayes, debout, ferme dans son uniforme de cérémonie, 2 marshals fédéraux à ses côtés. Il n'y avait aucune hésitation dans sa démarche, aucune place pour le décorum du tribunal. Il informa la juge que, par ordonnance fédérale, ce procès était désormais vacant. Son siège devait être remis à un contrôle judiciaire immédiat, avec effet immédiat. Pendant un instant, rien ne bougea. Puis, ce fut le chaos. L'un des commissaires s'approcha du siège. La juge Norwick tenta de parler, mais l'autorité dans la salle avait déjà basculé. Le greffier recula, hésitant à consigner la dernière note. Les spectateurs haletèrent, murmurèrent, se levèrent. Les caméras cliquèrent. Dans une salle d'audience conçue pour contrôler le récit, l'histoire était en train d'être réécrite en temps réel. L'instant éclata, et dans l'esprit de Bennett, des scènes du passé se déroulèrent comme des bobines de films de surveillance jamais destinées à être vues. Le visage de Tariq, empli d'effroi, leva les yeux vers le canon d'un Glock de police. Ce souvenir brûla. 2 semaines auparavant. Ce jour-là, près de son immeuble, il était sorti faire des courses et avait vu le vacarme. Un jeune garçon, peut-être 9 ans, plaqué contre le mur par 2 policiers. Aucun parent en vue. Aucun crime commis. Le cri du garçon l'avait figé. Tariq avait sorti son téléphone et commencé à enregistrer, espérant que la présence d'un témoin empêcherait l'escalade. Au contraire, elle l'avait provoqué. L'inspecteur Paul Renner, un homme dont le passé n'avait jamais été rendu public, s'était retourné et avait croisé le regard de Tariq. Quelques secondes plus tard, Tariq était au sol, du sang coulant d'une coupure au front. Son téléphone s'était brisé à côté de lui. L'arme apparue près de son corps ne lui appartenait pas. Elle provenait de l'étui de cheville de Renner. L'histoire était toute faite. Tariq avait agressé un agent fédéral, mais l'homme qu'ils appelaient pas un agent avait été discrètement renvoyé 2 ans plus tôt, après avoir été surpris en train de voler des stupéfiants dans un casier à preuves. Cette enquête avait disparu, enfouie sous des clôtures administratives. Le casier judiciaire de Renner avait été effacé par ordre supérieur. Le général Bennett était là, observant dans l'ombre, vivant sous un nom qui n'était plus associé à aucune adresse. Depuis des années, il traquait la corruption par des canaux secrets, traquant minutieusement les schémas, les connexions, les budgets officieux qui s'infiltraient dans les services de police comme le sang dans un caillot. Le passage à tabac de Tariq avait été la dernière miette de la vérité. Il l'avait suivi jusqu'au cœur d'une conspiration si complexe qu'elle impliquait tout le monde, des procureurs aux entreprises de défense. Sa documentation avait été lente, précise et risquée. Il portait des déguisements, écoutait depuis les ruelles, copiait des fichiers depuis des ordinateurs portables non sécurisés dans des bureaux municipaux oubliés. Il parlait à des concierges, des livreurs, des agents des affaires internes,
qui souhaitait parler mais craignait des représailles. Il avait constitué un dossier si complet qu'il pouvait démanteler les fondements d'un système. Et maintenant, alors que ses souvenirs s'estompaient, sa présence dans cette salle d'audience n'était plus celle d'un vagabond, mais celle d'un règlement de compte. Dans le couloir, la nouvelle de ce qui venait de se passer se répandait comme de l'huile renversée sur du carrelage. Le sénateur Ray Beckley, appuyé quelques instants plus tôt contre une colonne de marbre, la mâchoire serrée et un alibi fragile, fit demi-tour brusquement pour partir. Il s'avança d'un pas rapide dans le couloir, en direction de la sortie, son assistant le suivant, un téléphone bourdonnant violemment à la main. Beckley n'alla pas bien loin. Le colonel Hayes l'attendait déjà près du poste de contrôle de sécurité. Un agent de police en civil sortit d'une porte latérale. Avec une efficacité quasi mécanique, Hayes informa Beckley qu'il était détenu pour suspicion d'entrave à la justice. Le visage du sénateur se vida de ses couleurs. Il regarda au fond du couloir, non pas son assistant, ni son équipe juridique, mais la porte du tribunal, comme s'il essayait de voir à travers le bois où tout avait commencé à se défaire. Il ne résista pas. Il ne parla pas. Il n'y avait plus rien à dire. Il avait autrefois tenté d'éliminer l'homme qui se tenait maintenant dans la salle d'audience, un homme qu'il croyait enseveli sous des années d'opérations ratées et d'alliances trahies. Mais le général Charles Isaiah Bennett était revenu, non pas pour se venger, pour la vérité. Dans la salle d'audience, le siège du juge était vacant. Le sténographe continuait de taper par habitude. Les jurés avaient été escortés dehors, certains encore sous le choc. L'équipe de l'accusation avait plié bagage, le visage assombri par l'incertitude. Mais Griggs resta immobile. Son client, Tariq, le regardait, non pas avec soulagement, pas encore, mais avec l'espoir hésitant de quelqu'un qui vient d'être extirpé d'un immeuble en ruine et qui se demande s'il peut encore respirer. Le général Bennett se tenait silencieux, son sac de sport intact à côté de la chaise où il s'était assis. Il n'était pas venu pour reconquérir un nom ou une position. Il était venu pour mettre un terme à quelque chose, pour faire surgir l'obscurité dans la lumière. Et lorsque la porte du tribunal se referma derrière le sénateur, le véritable procès ne faisait que commencer. Un mois plus tard, le palais de justice contrastait fortement avec la tempête qu'il avait subie quelques semaines auparavant. Fini les barricades, fini les foules de journalistes, les manifestants retenus derrière des rubans jaunes, les voitures de patrouille garées à tous les angles. Les marches de marbre, autrefois résonnant de chants et de cris, n'étaient plus que de rares pas. La pluie claquait doucement sur les fenêtres, comme si le bâtiment lui-même respirait à nouveau, lentement, régulièrement, après le chaos passé. À l'intérieur, la salle d'audience 6B était presque vide. Les bancs, autrefois encombrés de corps tendus et de voix murmurantes, n'accueillaient plus qu'une poignée d'observateurs. Pas de caméra, pas de badge de presse, pas d'hommes dans des coins sombres regardant leurs montres. L'air était immobile, alourdi par ce silence qui n'arrive qu'après que la vérité a été extirpée de force. Tariq Miles était assis à la table de la défense. Il portait un costume bleu marine, pas neuf, mais soigneusement repassé, les manches légèrement longues au poignet. Il paraissait plus âgé maintenant, pas en années, mais dans cette posture qui dégageait une immobilité, une gravité inconnue auparavant. Les mains jointes calmement sur ses genoux, le regard fixé vers l'avant. Aucune peur, aucune anticipation, juste une acceptation silencieuse de ce que ce moment final allait apporter. Mason Griggs était assis à côté de lui, le dos droit, hochant la tête à une remarque du nouveau juge. Il portait la lassitude d'un homme qui avait lutté pour atteindre le sommet sans encombre. Le juge, Harold Beeman, feuilleta les dernières pages du dossier. Un homme réputé pour sa précision plutôt que pour sa performance. Sa voix, lorsqu'elle perça enfin le silence, était posée et sans fioriture. Ce qu'il lut depuis le banc fut bref, un résumé des conclusions, un examen des preuves falsifiées, une citation du témoignage sous serment du général Bennett et les dizaines de déclarations corroborantes qui avaient suivi.
Tariq fut déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation. Il n'y eut aucune explosion d'acclamation, aucune explosion de soulagement, juste le son d'une lente respiration quittant la poitrine de Mason Griggs, juste une faible expiration de Tariq qui ferma les yeux une longue seconde avant de les rouvrir. Depuis la tribune, le général Charles Isaiah Bennett observait sans la moindre émotion. Mais il avait changé. Fini les couches de vêtements dépareillés, les bottes en lambeaux, le manteau à capuche taché de crasse. Il était assis droit, ses larges épaules encadrées par un costume noir sur mesure, ses bottes cirées fermement plantées sur le sol de la salle d'audience. Sa barbe était soigneusement taillée, son regard perçant sous des sourcils gris parfaitement dessinés. Il ressemblait moins à un homme oublié du monde qu'à celui qu'il avait autrefois tenté de réduire au silence. Il n'y avait plus de moquerie quand ses yeux croisèrent les siens, plus de ricanement, plus de dédain. Les officiers présents ne le regardaient plus à travers lui. Ils le regardaient, une présence trop imposante pour être ignorée, vénéré non pas pour l'uniforme qu'il ne portait plus, mais pour ce qu'il avait fait sans uniforme. L'audience s'est terminée dans le calme. Le juge est sorti. Les officiers du tribunal ont ouvert la porte latérale. Le marteau n'a même pas été abattu. Tariq se leva lentement, jetant un coup d'œil à Griggs, qui lui adressa un léger hochement de tête. Ils se serrèrent la main en silence. Dans les semaines qui suivirent, le véritable jugement commença. Un grand jury fédéral se réunit. Les assignations à comparaître furent délivrées aux services de police de plusieurs États. Les dossiers non scellés commencèrent à affluer. Notes internes, rapports falsifiés, horodatage falsifié, formations qui omettèrent la loi et la remplacèrent par une politique de discrétion. Des officiers autrefois décorés pour leur bravoure étaient désormais suspendus de leurs fonctions dans l'attente d'une enquête. Des inculpations s'ensuivirent. L'inspecteur Paul Renner, l'officier qui avait posé l'arme près du corps inconscient de Tariq, fut arrêté à son domicile. Les images, autrefois scellées sur ordre fédéral, avaient été décryptées et diffusées devant 12 jurés lors d'une audience à huis clos. On y voyait tout, la bagarre, le coup de poing, l'arme posée. On y voyait Renner se tourner vers un autre officier et articuler « On dira qu'il l'a attrapé ». Le ministère de la Justice a lancé son propre audit interne. Le procureur général adjoint Lionel Hart a été discrètement placé en congé administratif, bien que des rumeurs de sa démission aient circulé quelques heures plus tard. Des membres du personnel ont divulgué des courriels, des chaînes de messages et des comptes rendus de réunions qui racontaient l'histoire évoquée par Bennett dès le début. Un système instrumentalisé non seulement contre les coupables, mais aussi contre quiconque osait révéler la vérité. Le service de presse du sénateur Ray Beckley a publié un communiqué 3 jours après son arrestation. Il y était question d'une enquête en cours et de sa décision de se retirer du service public. Les images de sa sortie du palais de justice, flanquées de marshals, ont été diffusées tard le soir à la télévision, toujours cadrées par la même phrase glaçante. Il a un jour tenté d'éliminer l'homme qui a sauvé la République d'elle-même. Et puis, il y a eu la conférence de presse. Tenue sur les marches du même palais de justice qui avait autrefois refusé l'entrée aux manifestants, désormais libéré pour accueillir une estrade, une douzaine de caméras et un homme. Le général Bennett s'est présenté devant la nation sans script, sans notes, sans prompteur. Le sceau derrière lui portait l'emblème de l'armée, mais cette fois, aucune ombre ne planait dans les coulisses. Il ne parla pas longtemps, juste assez. Il parle de la trahison non pas des ennemis d'outre-mer, mais de ceux qui avaient prêté serment à ses côtés, de la loyauté non pas envers ses compatriotes, mais envers le pouvoir. Il décrivit la corrosion de l'honneur lorsqu'il n'est pas maîtrisé par la conscience. Puis il marqua une pause. « Il y a ceux qui portent des insignes pour protéger la loi, » leur rappela-t-il, « et il y a ceux qui les portent pour l'enterrer. » Il admit n'avoir porté aucun insigne dans cette salle d'audience. Il avait porté des haillons. Et il avait tout vu. Il se retira sans poser de questions. Juste un silence non pas de confusion, mais de prise de conscience. Plus tard,
Alors que la foule se dispersait, Tariq s'approcha de lui. Il n'avait pas prévu de parler. Mais quelque chose en lui avait besoin d'être dit. Il se tenait devant l'homme qui était arrivé un jour en traînant les pieds sous la pluie et avait changé le cours de sa vie. Il lui dit qu'il l'avait sauvé. Bennett le regarda. Un jeune homme qui s'était dressé seul dans un système conçu pour écraser. Un garçon devenu un guerrier silencieux. « Non, corrigea-t-il. Tu m'as sauvé. J'attendais quelqu'un qui vaille la peine de revenir. » Et puis il se retourna et s'engagea dans la foule. Aucune caméra ne le suivait. Aucun agent n'attendait. Il n'avait pas besoin d'un convoi. Il n'avait pas besoin d'applaudissements. Il était déjà devenu ce que peu deviennent, pas un fantôme, mais une légende, une